Salut à tous et bienvenue pour le 203e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qu'il y a eu hier à Lisbonne entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Résultat un partout entre les deux équipes. Et évidemment, on va parler du match, des joueurs, des coups de cœur, des coups de gueule, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, évidemment. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous présenter mes deux camarades du jour. Aujourd'hui, nous ne sommes que trois. Et c'est un petit comité restreint. Et le premier, c'est le camarade Sami Mostabi. Salut Sami, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien. C'est un plaisir franchement de revenir parmi vous. Ça faisait longtemps, ça faisait un moment et je tenais à être présent depuis un bout de temps. On avait failli s'attraper plusieurs fois. Là, enfin, c'est bon, un retour, content d'être parmi vous. On va débattre, après on va s'embrouiller avec les gens sur Internet, c'est magnifique. Oui, ça, on a l'habitude, Sami, malheureusement. Après chaque podcast, il y a toujours des C'est la mécontents. cerise sur le gâteau. Ouais. En tout cas, merci Sami, parce que je sais que quelques petits problèmes de santé, ça va beaucoup mieux. Mais je te Ça va remercie mieux, d'être avec nous. ça va mieux. Merci. Bon, bah, c'est cool, tant mieux. Et le deuxième camarade, c'est coach Yacine. Ça, Yacine Amnet. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous. Ouais, ça va, merci. Tout va bien? Ouais, très bien. On va rassurer Il est toujours gentil au début, hein. Il est toujours gentil au début et après, tu vois, là au début, on croit qu'il est hyper gentil et après, on va voir. Ouais, parce que je vais revenir 2 minutes sur le précédent podcast où on avait fait un petit sujet, Samy, sur la politique et les footballeurs, sur la polémique autour de Neymar et son soutien à Bolsonaro. Ça Oui. n'a pas plu à un certain nombre de gens qui nous suivent. On l'a vu dans les commentaires, des commentaires assez désobligeants, très méchants parfois. C'est pas très cool, les gars. Après, voilà, nous, on aime bien aussi parfois sortir un peu du foot. Alors, il ne s'agissait pas de donner de faire une émission politique. Hein. Nous, on voulait juste réagir sur la polémique qu'il y avait eu entre Neymar et Bolsonaro. Certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Voilà. Nous, on continuera en tout cas à aborder d'autres sujets en dehors parfois du football. Donc, c'était juste pour cette petite mise au point pour les deux, trois commentaires haineux qu'on a eu parce que, encore une fois, nous, on donne de notre temps, on n'est pas payé pour ça, on répond aux commentaires. Mais si c'est pour se faire insulter, etc., ouais, je pense qu'on va commencer à bloquer certains commentaires, puisque ça, c'est pas cool. Nous, on est des mecs ouverts d'esprit. On prend notre temps pour répondre aux commentaires le plus possible. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui commentent. Et parfois, des gens sont pas d'accord forcément avec ce qu'on dit, mais ils le disent avec bienveillance et il n'y Ouais. a aucun souci. Par contre, les insultes, les mots déplacés, etc., sachez que voilà, moi, je suis pas pour bloquer les gens, etc. Mais s'il y en a de plus en plus, et je pense qu'on va commencer à se pencher sur le sujet. Évidemment qu'on laissera toujours les commentaires ouverts, on ne va pas bloquer les commentaires, puisque le but, c'est aussi d'échanger. Mais sachez que voilà, s'il y a trop de commentaires haineux ou insultants, voilà, on vous bloquera, et puis comme ça, vous irez écouter l'équipe du soir et vous arrêterez de nous casser les oreilles. Voilà, ça c'est dit. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Messieurs, a eu lieu hier soir, la troisième journée de Ligue des Champions, et une belle confrontation entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain. Yacine, dans ton papier d'avant-match, tu avais parlé d'un premier vrai test. Et c'est vrai que, par exemple, sur Twitter, des gens ne comprenaient pas. Ils disaient oui, on a joué la Juve. Mais la Juve sur laquelle on est tombé, c'était pas une très très grande Juve. Et ça fait quelques mois déjà que c'est pas une très très grande Juve. Et au vu du match d'hier, on a bien vu quand même que Benfica, c'était un peu plus costaud. Donc, Yacine, globalement, sur cette rencontre, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis après, évidemment, on demandera l'avis du camarade Samy. Bah, déjà que l'adversité, c'était celle à laquelle on s'attendait, en tout cas ceux qui avaient vu jouer Benfica. Voilà, c'est une bonne équipe avec un vrai collectif, avec une idée de jeu, avec des belles individualités. C'est une équipe qui pose des problèmes tous les ans à des grands d'Europe. Je l'avais rappelé dans le podcast avec Alex, justement, où j'avais expliqué que ceux qui avaient vu, par exemple, l'année dernière, Benfica jouer contre Liverpool, effectivement, Liverpool s'était qualifié, mais Benfica avait posé beaucoup de problèmes à Liverpool. Voilà, donc c'est l'adversité qu'on attendait. Et je pense même que le début de match, c'était même un peu plus parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que Benfica décide tout de suite d'aller agresser le PSG. Je m'attendais à ce qu'il y ait des temps forts de Benfica parce qu'encore une fois, c'est une belle équipe. Et, moi, je suis le championnat portugais et je sais ce que ça vaut. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ils viennent agresser le PSG tout de suite. Et c'est bien aussi parce qu'on a besoin de ça pour voir. Et quand je parlais de test, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et comme tu l'as dit, non seulement cette Juve-là, c'était pas un vrai test,
Mais en plus, sur la première période, elle est venue en bloc très bas, venue défendre. Ouais. Bon, voilà, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Là, c'était une vraie adversité avec une équipe qui propose quelque chose. D'ailleurs, Paris a été mis en danger les 20 premières minutes, notamment. Voilà. Oui, Après, pour la... il y a eu deux frappes cadrées de l'attaquant hein, Gonzalo Ramos. Et tu parlais un peu d'agressivité au milieu de terrain. C'est vrai que la doublette Florentino et Fernandez, l'Argentin, ils sont tout de suite rentrés dans l'art du milieu parisien. Ouais. Et ouais, ça a été compliqué par moments. D'ailleurs, on aurait pu dire que Fernandez n'aurait pas dû jouer la deuxième mi-temps, parce que voilà, faut être aussi. On y reviendra. Voilà. Mais bref, pour revenir sur la prestation parisienne, bah, je pense qu'ils s'attendaient à un match difficile, mais peut-être pas à se faire bouger comme ça d'entrée. Et ils ont été en difficulté. Ils ont réagi après. Alors, ils ont réagi avec le but sur pratiquement la seule occasion de cette partie de match. Puis, ils sont remis dans le match. Il y a eu une meilleure deuxième période. Mais globalement, on a vu en fait les lacunes du PSG qu'on voit depuis un certain temps. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire aussi de bien. Donc il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais globalement, c'est vrai que je ne vais pas dire on reste sur notre faim parce que je ne pense pas que le PSG a été mangé par Benfica. Par contre, on a vu les temps forts de Benfica, c'était quand même plus fort, et notamment ces 20 premières minutes qui ont vraiment posé problème, et notamment dans les sorties de balles. Et là aussi, on y viendra au fur et à mesure, mais on peut s'interroger sur cette façon qu'avait le PSG de gérer ces sorties de balles-là, parce que quand tu es pressé et que tu es en difficulté, est-ce qu'à un moment donné, tu ne dois pas faire autre chose? C'est bien beau de dire on va repartir de derrière, mais quand tu es pressé et qu'il n'y a pas de solution, il faut peut-être être capable de faire autre chose, proposer autre chose. Et on a vu quand même que jusqu'au but, Paris avait du mal à proposer autre chose. D'ailleurs, heureusement qu'il y avait quand même Marco Verratti qui revenait de blessure et qui a tenu son rang, qui a fait un match encore extraordinaire. On reviendra sur le match de Verratti et de Vitinha aussi tout à l'heure. Samy, est-ce que toi aussi, tu t'attendais à une confrontation, ou en tout cas un début de confrontation, parce que c'est vrai que jusqu'au but de Lionel Messi, Benfica fait quand même fait un très bon match. Hein. Il gêne les relances parisiennes. C'était compliqué un peu jusqu'au but de Léo Messi ou quand même, voilà, tu t'es dit, tu pressentais que le PSG allait pouvoir se sortir de ce faux pas. Sincèrement, moi, globalement, bien sûr que oui, hein, on aimerait tous hein, que Paris roule sur tout le monde, que Paris gagne tous ses matchs par 3 ou 4 buts d'écart. Maintenant, faut aussi préciser le contexte. On est en phase de poule. Yacine l'a très bien dit, on joue un vrai adversaire. Hein. Je sais que beaucoup se sentent supérieurs par rapport au championnat portugais, mais Benfica, c'est actuellement un club, l'actuel leader du championnat portugais. Ils sont invaincus. Tout comme le Paris Saint-Germain depuis le début de saison, TCC, hein, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui avait montré, tu l'as dit aussi l'année dernière, de très bonnes dispositions, mais pas que l'année dernière. Globalement, c'est une équipe qui, tout le temps, en poule, plus souvent, parce que bon, c'est plus rare qu'ils se qualifient, mais donne du fil à retordre aux grosses cylindrées. Moi, j'ai trouvé, et c'est assez rare d'ailleurs, les interviews après match. Hier, il y avait Verratti, où lui a tout de suite dit, vous savez, c'est normal, hein, les 20-30 premières minutes, c'était plus compliqué, mais voilà, on joue à domicile, enfin, il joue à domicile. C'est un club aussi, c'est un vrai club, hein, c'est un club qui a des arguments, c'est une belle équipe. Donc, c'est aussi normal. On peut pas. Je pense que n'importe quelle équipe, surtout en phase de poule, hein, où on connaît hein, la motivation, elle est plutôt variante. C'est pas si ça avait été un match aller à phase d'élimination directe, j'aurais eu une analyse différente. Là, pour un match de poule, c'est un peu normal aussi. Il faut que les autres croquent, hein, tout simplement. Il faut que les autres puissent jouer aussi. C'est normal que les 20-30 premières minutes, ce soit pas non plus comme chez nous, dans des chaussons. Voilà. Et ça, Verratti l'a dit. Il a dit oui, c'est entièrement normal. Au début, avec l'aide du public, ils ont la motivation, ils mettent les ingrédients pour. Et on a bien senti d'ailleurs dès la deuxième mi-temps. Déjà physiquement, à partir de la 55e, 60e, ça a baissé de niveau du côté du Benfica parce que c'est dur quand même de tenir un pressing durant 90 minutes face à une équipe aujourd'hui comme le Paris Saint-Germain qui techniquement sait quand même tenir la balle hein, avec le milieu, tu l'as dit, double pivot Verratti, Vitinha, plus les trois devant quand même qui sont des sacrés mailleurs de ballon. Donc globalement, pour un match de poule où voilà, l'essentiel c'était quand même de ne pas perdre, bien sûr que oui, on aurait préféré une victoire, ce qui aurait pu arriver aussi, hein, parce qu'il faut pas se mentir. En deuxième période, le Paris Saint-Germain a eu les occasions pour. Tout n'a pas été parfait,
Mais globalement, moi, enfin, si on compare à la phase de poule de la saison dernière, globalement, moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, sur une terre hostile, à l'extérieur, a réussi quand même une performance européenne en phase de poule plutôt satisfaisante. Oui, tu fais bien de le dire, parce que d'autant plus qu'il jouait, comme tu viens de le dire, il jouait à l'extérieur, face à une équipe qui comptait aussi 6 points, comme le PSG, qui avait battu la Juve et le Maccabi Haïfa, qui est premier de ce championnat. Et il faut le rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand Yacine fait son papier en parlant de premier vrai test, il y a le premier vrai test, pardon, il y a des commentaires un peu qui dénigraient un peu le Benfica à Lisbonne. Or, le Benfica de Lisbonne est un grand d'Europe, il faut se pencher sur l'histoire de ce club en Europe, et c'est véritablement un grand club européen. Et c'est pas parce que c'est le championnat portugais, effectivement, qu'il faut se dire que Paris Et va rouler. fournisseur de talent, je vous invite à regarder depuis, on va dire depuis 20 ans, le nombre de joueurs que Benfica a donné au football européen. Vous seriez surpris, il y a pas mal de joueurs qui ont des rôles importants dans des grands clubs aujourd'hui. Donc, globalement, oui, c'est un très grand D'ailleurs, club. hier, Samy, mais toi, tu es encore jeune, mais hier, au stade à Lisbonne, il y avait la présence de Valdo, l'ancien numéro 10 Je l'ai vu jouer Valdo, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer Valdo et j'ai kiffé Valdo. Attention, d'accord. c'est lui qui m'a amené au football. Attention. Je pensais que tu étais trop jeune pour l'avoir vu jouer. Yacine et moi, évidemment, on l'a vu jouer et on s'est régalé avec son petit gabarit. Voilà, c'est un profil peut-être qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un sacré joueur, Valdo. Ouais. Messieurs, on a parlé des 20 premières minutes où le PSG a eu un peu de mal, mais ça, on l'avait déjà vu. Moi, je voudrais qu'on parle tout de suite de Donnarumma parce que le gardien italien, depuis le début de saison, il a alterné le chaud et le froid. Parfois, il nous a fait peur. Mais hier, faut quand même souligner, hier, il sort un très grand match. Et avant le but de Messi, il fait quand même 2 parades décisives, Yacine. Hier, c'est du quasiment 10 sur 10, hein, Donnarumma, Yacine. Ouais, il nous a, j'ai envie de dire, enfin rassurés. Alors, c'est pas très bien ce que je dis parce qu'en fait, sur sa ligne, il a toujours été très bon. C'est l'école italienne de toute façon. C'est plus dans le jeu au pied qu'on avait des doutes et qu'il mettait Paris, et d'ailleurs sa sélection aussi en difficulté. Mais sur sa ligne, il a souvent été très bon et hier, il a été excellent parce que dans la période forte de Benfica, effectivement, il fait les 2-3 arrêts qui te permettent de ne pas être mené au score, voilà, de rester dans le match et de rassurer un peu tout le monde parce que même si il n'y a pas eu de grosse toile de Donnarumma depuis le début de saison, c'est vrai qu'on avait des petits doutes. On se disait, est-ce qu'il est un peu moins serein? Est-ce qu'il ne rassure pas forcément? Voilà, hier, il a fait les arrêts qu'il fallait. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde, à lui déjà, parce que c'est toujours mieux quand tu fais ce genre de prestations, mais aussi à la défense parce que ça va leur permettre de se dire, tiens, bon, finalement, il est là, il est présent et il n'est pas si éclaté que ça. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Et puis à tout le monde, même aux supporters, de se dire, bon, voilà, ok, on a vu qu'il est capable. Je pense que c'est plus un problème mental aussi. Il y a quand même le match du Real, l'élimination de l'Italie pour la Coupe du Monde. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur aussi. Ce transfert à Paris, une saison où il joue la moitié des matchs parce qu'il y a Navas, la concurrence de Navas, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas dire juste il n'était pas fait pour Paris. Ça ne veut pas dire que là, il va enchaîner 15 prestations exceptionnelles. En tout cas, on sait qu'il est capable et c'est très bien pour tout le monde. Pareil, Samy, sur la prestation de Donnarumma, c'est vrai que parfois, comme le dit Yacine, c'est pas qu'il a fait des grosses erreurs qui nous a coûté des points ou des matchs, mais c'est vrai qu'on sentait depuis le début de saison une certaine fébrilité chez lui. Et hier, voilà, notamment sur une frappe de Ramos, quand il fait un arrêt main opposée, qui est très dur à effectuer, quasiment à bout portant. C'est plutôt rassurant, Samy. Oui, c'est vrai. Après, c'était légitime. Je veux dire, la défiance que les supporters avaient vis-à-vis de notre gardien, il faut dire que la semaine dernière, c'était pas ouf. Yacine l'a très bien expliqué, entre les cagades contre le Real Madrid, l'élimination avec l'Italie, c'est vrai qu'il n'avait pas été exceptionnel, surtout par rapport à ce qu'on attendait, parce qu'il arrive en tant que meilleur joueur de l'Euro. On attend quelque chose de lourd. Donc, on avait été un petit peu déçus, surtout qu'il y avait Navas derrière. Le contexte était compliqué autour de lui, mais donc c'était légitime. C'est surtout ça, en fait. C'est la comparaison avec Navas qui fait. Bien sûr, qui était compliqué, mais moi, je vous dis tout de suite, moi, je ne suis pas dans la hype des gardiens qui savent jouer au pied.
Par exemple, tout le monde va nous dire, par exemple, un gardien comme Ederson où une frappe sur 2 c'est but. Ok, oui, il est super bien au pied, mais moi, je suis peut-être trop boomer ou trop à l'ancienne, mais un gardien, pour moi, ça doit arrêter des ballons. C'est son rôle principal, quoi. Et ce qu'il a fait hier, c'était pas forcément esthétique. Je pense qu'au pied, c'est pas son truc, mais s'il réalise ce genre de performance, c'est-à-dire bon sur sa ligne, bon dans les airs, parce qu'il a été plutôt intéressant, alors que parfois malgré sa taille, il était parfois inquiétant. Globalement, tous les skills de gardien, sauf le jeu au pied, il les avait hier. Donc moi, il faut bien se dire qu'on est en début de saison, les gars. On est début octobre, c'est plutôt, je trouve, rassurant qu'ils nous sortent ce genre de prestations. En plus, il ne sera pas fatigué par la Coupe du Monde, puisque les Italiens n'y sont pas. Donc, c'est plutôt rassurant pour nous qu'il soit à ce niveau de performance dès le mois d'octobre. Moi, j'ai plutôt bon espoir, car c'est un gardien qui a des qualités. Il a tout, il a l'envergure, il est grand, il a les réflexes. Alors voilà, je pense que le jeu au pied sera toujours un problème, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas le plus important chez un gardien, et donc tant mieux s'il nous produit ce genre de performance en C1 qui est quand même le révélateur du très haut niveau. Voilà, j'espère qu'il y aura une suite et assez vite, qu'il trouvera une continuité. Et il y a une chose intéressante qu'a dit Yacine, bon il dit souvent des choses intéressantes, mais là je la pointe encore du doigt, ce genre de performance. Parce qu'il y a un lien entre le gardien et la défense. C'est peut-être bête ce que je dis, mais il faut bien comprendre qu'il y a un lien psychologique. Quand l'un des deux ne va pas, généralement, l'autre suit et dans le négatif. Donc là, si le gardien envoie les bons signaux, il te montre que il peut être rassurant. Et ça dégage un peu de stress pour la défense. La défense sera plus sereine et normalement, elle sera amenée aussi à mieux jouer. Donc c'est tout bénef, c'est une win-win situation. On espère que ça perdure. Surtout que la défense parisienne, avant l'arrivée de Navas, même si on a eu Buffon en fin de carrière, Buffon, Areola, Trapp, effectivement, les défenseurs à l'époque n'étaient pas très sereins de savoir que derrière ça leur met de eux. la pression. Mais ça leur met de la pression Exactement. parce que tu te dis que si tu rates, derrière, il n'y a personne derrière. Enfin, il n'y a personne qui va rattraper ton erreur. Donc forcément, tu commences le match avec de la pression. Et je pense que ça joue. Ça joue dans les jambes, ça joue dans les têtes. D'ailleurs, tu parlais de la hype des gardiens avec leur jeu au pied. Je me demande, d'ailleurs, tu me diras si je me trompe, Yacine, mais ça vient pas plutôt des années magnifiques qu'a fait Neuer au Bayern? Ça vient pas de là, tout ça, le fameux bon gardien qui joue au pied, où tu avais aussi quelques gardiens espagnols aussi dont on En fait, louait le jeu au pied? ça vient du Barça déjà, parce qu'il y a cette culture de sortie de balle, de ressortir avec le gardien et de s'en servir presque comme un troisième défenseur central quand tu joues à 4. Mais en fait, c'est Neuer qui a un peu magnifié tout ça parce que quand il joue hors de son but, le mec il lit les trajectoires comme très très peu de gardiens. Et effectivement, il a amené ce rôle en plus. Après, il y a eu Guardiola avec le fameux Barça 2010-2013 avec Victor Valdés. Donc, ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi Guardiola, malgré tout, partout où il est passé. Alors après, il a eu la chance, en plus, d'avoir Neuer au Bayern. Mais même à City, c'est lui qui fait le choix d'Ederson en se disant j'ai presque plus besoin d'un Benfica gardien. d'ailleurs. Ouais. J'ai presque plus besoin d'un gardien qui sait jouer qu'un gardien qui fait des arrêts. C'est Voilà, ça. c'est tout ça qui a amplifié le phénomène en fait. Après, attention, hein, c'est pas être réactionnaire. Quand ça sert, je dis pas que c'est comment dire, si ça sert au jeu et que le goal compense dans les deux côtés, il y a aucun souci. Mais je trouve que maintenant, à trop vouloir, j'ai l'impression que maintenant on sélectionne un bon gardien sur le fait qu'il sache jouer au pied ou non. Alors que, il y a quand même d'autres compartiments importants. C'est ça, moi, qui me dérange. Et Ederson en est le parfait exemple parce qu'on nous l'a vendu comme un grand gardien. Pour moi, aujourd'hui, je le mets à peine top 10 mondial, alors qu'il est censé être dans une des 2-3 meilleures équipes au monde. C'est le numéro 2 du Brésil. Mais je trouve que voilà, ça sent plus la fraude qu'autre chose parce qu'il faut vraiment le regarder en match. S'il y a tir, il y a 50% de chances qu'il bute. Et ça, c'est pas normal pour un gardien de ce niveau. Toi, tu vas te farcir tous les fans d'Ederson, tu vas voir. Oh, je sais plus, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Hein. Non. Par contre, si tu dis du mal de Messi ou de Neymar, là, moi, j'en ai fait les frais. Alors, tu vois, la semaine dernière, on parlait du match de Messi qui avait fait un bon match. Hein. Et pour rigoler, évidemment que c'était de l'ironie, je dis c'était pas non plus Maradona 86. Je dis ça, mais vraiment avec du second degré, troisième degré. Oui, mais il faut avoir un peu d'humour. Et là, je me suis fait tomber dessus. Mais Mousse, pour qui tu te prends et bleu. C'est fatigant, les mecs. Il y a un peu d'humour. Et surtout, arrêtez d'idolâtrer les joueurs. Aimez votre club, les joueurs viennent, passent. C'est le plus important. Écoutez, sur Donnarumma, je pense qu'on a fait le tour. Et
on a souligné le fait qu'effectivement, il avait fait un grand match. Est-ce qu'on passerait pas au magnifique but de Léo Messi? Et je le dis, Léo Messi est un grand joueur, un formidable joueur. Ça, j'aurais des commentaires positifs. Non, blague à part, c'est vrai que sur le but intervient alors qu'on est dans un temps très très faible du PSG. C'est vraiment là où Lisbonne nous met un peu en difficulté. Et je le disais juste avant, hein, il y a 2 frappes cadrées juste avant le but de Messi. Euh, et on a vu que quand les 3 jouaient ensemble et rapidement à une touche de balle, ça a été beaucoup trop vite pour les défenseurs de Benfica et ça a donné lieu à ce magnifique but de Léo Messi. Samy, sur le but, j'allais dire, tu as dû te lever de ta chaise, mais j'imagine que tu as regardé le match debout. Debout, ouais, debout. Moi, je rappelle qu'il a une sciatique, il a vraiment très très mal au dos, donc là il est soit debout. soit par terre. Oui, là je suis debout, soit par terre. Il faut que je sois en tout cas en long. Mais oui, c'est un beau. Et sincèrement, même sur le timing, nous en plus en tant qu'amateurs du football français, en tout cas, pour ma part, on a souvent subi ça. Les clubs français, quand ils recevaient à l'époque des grands clubs, ça dominait les 20-30 premières minutes et c'était jamais les clubs français qui ouvraient le score, c'était le club qui avait la grande expérience, le grand club, voilà, qui faisait les choses, tueur froid, silencieux. Et là, c'est ce qu'on a vu hier. Moi, j'étais pas vraiment surpris. On a eu une équipe de Benfica, c'est normal, 20-30 premières minutes, tu es chez toi, tu reçois une équipe comme le Paris Saint-Germain, avec les stars qui composent cette équipe, tu as l'envie, tu es à fond. Mais le Paris Saint-Germain, voilà, il commence à maîtriser. Maintenant, la grande équipe, ça a tourné. La grande équipe, c'est le Paris Saint-Germain. Le grand d'Europe, le mastodonte européen, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié cette manière de faire, c'est que tu les as laissés s'exprimer, tu les as laissés tenter, faites vos choses, c'est normal. Nous, on essaye de ne pas plier. Et dès qu'il y a eu l'occasion, Paris l'a mis. Et de quelle manière, mes amis? De quelle manière? C'était vraiment beau. Et ça nous frustre aussi parce qu'on a vu que quand les 3 devant, là, les 3 zigotos se mettent à jouer ensemble et qui décident de jouer l'un pour l'autre et de rentrer dans un collectif, et voilà, d'en faire bénéficier l'animation offensive, et ben là, on sait que, voilà, tu l'as dit, ça va trop vite, c'était beau, mais le problème, c'est que ça ne se répète pas assez souvent. Alors, est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est une méforme physique? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que vous aussi. Je pense que c'est plus un manque d'envie parce que les 3 en même temps, s'ils se décident de jouer de manière collective, on l'a vu, ça peut faire mal à tous les coups. Donc voilà, je me dis que c'est les poules, que voilà, les enjeux de chacun sont pas encore très importants, mais j'espère que lorsque les matchs compteront, donc à partir des 8e de finale, j'espère que ce genre de situation se répétera beaucoup plus souvent. Merci Samy. Yacine, comme vient de le dire Sam, c'est vrai que, encore une fois, hein, c'est ton expression, hein, quand les 3 respectent le jeu, ce qu'ils ont fait hier, en tout cas sur le but de Léo Messi, c'est-à-dire se chercher à une touche de balle rapidement, sans tricoter, sans garder le ballon. En première intention du gauche, Messi but, c'est imparable. Et d'ailleurs, Messi, hein, qui est vraiment de mieux en mieux, hein, c'est vraiment le jour et la nuit entre cette saison et la saison dernière. C'est étonnant. Non. Oui, c'est étonnant. Il n'y a pas une Coupe du Monde peut-être, je ne sais pas. Non, alors, évidemment qu'il y a ce facteur qui est très important, mais je pense aussi il lui a fallu un temps d'adaptation un peu plus long que les autres. On ne va pas répéter qu'il a passé 17 ans, voire 20 ans à Barcelone, que tu changes complètement de vie, etc. Et puis l'année dernière, peut-être tu avais un autre coach, il y avait des histoires de clans, enfin, il y a eu beaucoup d'histoires la saison dernière qui peuvent expliquer la Ligue 1, c'est pas si facile. La Ligue 1, c'est pas si facile. Il faut en plus, oui, c'est vrai que défensivement. Tout à fait. Non, mais tu as raison. Yacine, alors sur ce magnifique but de Léo Messi. Mais en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est évidemment que. Alors, Samy, je ne sais pas s'il parle d'envie de jouer ou d'envie de jouer ensemble. D'envie de jouer ensemble. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est très intéressant sur l'action du but. C'est que, évidemment, que les 3 se cherchent, les 3 sont à l'intérieur du jeu. Mais en fait, il y a une chose essentielle dans ce but, c'est ce que fait Mbappé. Sur le début de match, Mbappé, il cherche. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse aux critiques, mais regardez bien les 20 premières minutes, les peu de ballons que Paris a offensivement, il les joue en une touche de balle. Comme s'il avait envie de dire, à force de me dire que je suis personnel et je joue tout seul, regardez, je vais essayer de jouer simple, je vais vous montrer. Sauf que, bon, déjà, il ne fait pas un bon début de match.
Et en fait, il déjoue. Parce que ce n'est pas du tout le jeu. Tu ne dois pas jouer à une touche de balle tout le temps. Tu dois jouer à une touche de balle quand c'est nécessaire et parfois. Et regardez bien sur le but. En fait, il fait un contrôle. Et il fait un contrôle qui lui permet de fixer Otamendi et de le faire sortir. Et quand il fait sortir Otamendi, en fait, il ouvre l'espace à la passe de Neymar et à Messi qui vient dans cet espace. Et en fait, elle est là la clé du but. Évidemment que la frappe enveloppée, elle est magnifique, que la passe de Neymar, elle est belle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'Mbappé, sur cette action, il a décidé de se mettre au service des autres. Ça veut dire je contrôle pour faire sortir un défenseur et ouvrir un espace. Et en fait, le vrai problème du PSG, il va être là. Il va être de dire à quel moment un des trois, un peu moins Neymar, parce que je trouve que malgré tout, il est quand même respectueux du collectif, même si des fois il abuse des 1 contre 1, mais il est plutôt respectueux du collectif. Mais quand est-ce que, je vais l'englober dans le trio, quand est-ce qu'un des trois, décidera de se mettre au service des autres pour le bien de l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé avec Mbappé sur cette action. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que le but est très beau, il est bien amené, mais il est bien amené parce qu'à un moment donné, il y en a un qui respecte, entre guillemets, un peu plus le jeu. Et en fait, la clé, elle va être là. Elle va être là aussi, on parlera après des couloirs, mais elle va être dans cette idée qu'à un moment donné, je ne dois pas tirer la couverture à moi pour dire, regardez, c'est moi encore qui vous sauve ou c'est moi qui marque le but. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, j'ai une question là-dessus pour toi, Yacine, parce que tu parlais justement de respecter le jeu, etc. Et moi, je trouve que Messi, il incarne ça, en fait. Depuis le début de saison, c'est celui qui va peut-être plus respecter le jeu. Et même hier, on l'avait beaucoup reproché de ne pas jouer ou de jamais jouer avec Hakimi. Or, hier, il le fait 2-3 fois, parce que c'est Hakimi qui était le mieux placé quand il fait les ouvertures à droite. Là où l'année dernière, dans les mêmes positionnements, il le voyait, mais hop, il faisait un petit crochet et il cherchait plutôt un joueur à l'intérieur. Et je trouve, tu me diras aussi, Samy, ce que tu en penses, je trouve que Messi symbolise ça. J'ai l'impression qu'avec toute la carrière qu'il a aujourd'hui, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, et c'est tout à fait normal, évidemment. Et du trio offensif, je mettrais lui, Neymar, et en dernier, peut-être Mbappé. Ouais, mais tu as raison. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, c'est toujours le problème du curseur par rapport à la saison dernière. Évidemment que sa saison dernière, elle n'est pas bonne. Et du coup, cette saison, l'écart est tellement important que ça saute aux yeux. Malgré tout, en fait, oui, hier, il a plus cherché Hakimi. Ça, c'était indéniable. Après, est-ce que Messi respecte le jeu ou son jeu? Parce que parfois encore, il a tendance à chercher des passes à l'intérieur du jeu dans des réflexes de jeu qu'il avait avant. Parce que je rappelle que Barcelone, c'est une équipe qui passe sur les côtés, mais c'est une équipe qui fixait beaucoup à l'intérieur. Pour aller chercher après, ce qu'on avait expliqué 1000 fois, le fameux avec Jordi Alba. Messi, Jordi Alba, voilà, exactement. Et parfois, en fait, Messi vient chercher des passes à l'intérieur qui sont pour moi forcées, dans le sens où en fait, c'est pas le jeu du PSG. Il l'a fait hier plusieurs fois. Hein, il l'a fait hier plusieurs fois d'ailleurs et ça partait en 6 mètres. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc. Maintenant, malgré tout, oui, par rapport à la saison dernière, bien sûr qu'il respecte plus le jeu du PSG parce qu'il connaît aussi mieux les joueurs, parce qu'il s'adapte. Il y a une progression dans cette façon de rechercher Hakimi. Ça, c'est vrai. On l'a vu hier, qui était vraiment plus flagrante que sur les 10 matchs du début de saison. Maintenant, je pense qu'il y a quand même en fait quelque chose à trouver avec les latéraux et le rôle d'Mbappé. Voilà, on viendra après sur Mbappé. Mais voilà, pour terminer sur Messi, son but, il est très beau. Il a été bon. Malgré tout, si on regarde bien le match, autour de la 50, 60e, il y a quand même une baisse de régime, on le voit moins. Il est moins présent. Et même dans la vitesse, il a moins de facilité à faire des différences. Ce qui est logique, encore une fois. Hein. Il a 35 ans. Ce qui est assez récurrent de sa part, ça c'est pas nouveau. Après, à partir du moment où en première mi-temps, il permet à son équipe d'être devant au score, etc., il faudra accepter le fait aussi qu'en deuxième mi-temps, il en fasse peut-être un petit peu moins, étant donné son âge, etc. Après, moi, voilà, ça peut me gêner, mais c'est pas ce qui va me gêner le plus. C'est un constat. Après, bien sûr, mais voilà, c'est raison de le dire. Après, il est toujours capable d'éclair, tu vois, sur 1 ou 2 ballons, mais moins que par exemple, la première période, il touche beaucoup de ballons, il vient chercher, etc. On le voit quand même moins en deuxième, alors qu'en plus, c'est la période temps fort du PSG, pourtant. Ouais. Samy, tu veux rajouter un mot sur, sur Messi? Moi, je rejoins aussi que
on a l'impression que c'est celui qui s'est mis pour le moment au diapason. C'est celui qui a compris que le collectif, comment dire, que l'équipe grandirait par le collectif et que la victoire et le succès arriveraient de cette manière et non pas sur un trip non-altruisme égoïste, etc. Donc oui, je trouve que ton classement est très bien. Je mettrais Messi, Neymar en deuxième. Je pars dans la compréhension. Neymar, ça dépend des matchs. Hier, par Oui, exemple, oui, non. Hier, par exemple, non, mais ça dépend des matchs. Et Mbappé, oui, c'est marrant d'ailleurs, c'est en termes d'âge. Donc, est-ce que c'est la maturité qui fait que Mais oui, je trouve que c'est des trois, celui qui a compris le truc, c'est Messi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les deux autres se mettent au diapason, quoi. Juste, je te- juste, je te- juste pour Vas-y, finir vas-y. là-dessus, il faut rappeler aussi que même si Messi, on va dire avec Ronaldo, euh, ils ont un peu, euh, comment dire, mis les stats individuelles au Oui, plus haut, tu vois, on a parlé beaucoup de ça. Messi, bien il est quand sûr. même éduqué au football collectif. Le Barça, ça n'a jamais été, enfin, tu vois, le Barça qui en plus lui a connu avec Xavi, Iniesta, c'est le collectif qui lui a permis aussi d'avoir ces stats-là. Donc, il sait très bien aussi lui-même la puissance qu'a un collectif, même pour tes propres stats individuelles, enfin, surtout pour tes propres stats individuelles. Oui, tu as raison de dire qu'il a été entouré de joueurs fantastiques qui n'étaient pas forcément considérés comme des stars, entre guillemets, mais qui ont été des joueurs extraordinaires comme Iniesta, Xavi, et même on peut même parler de Dani Alves à la belle époque où voilà, c'était quand même un joueur extraordinaire. On va parler d'un mot de Messi, si vous voulez bien, de Neymar, pardon, si vous voulez bien, messieurs. Je te laisse le ballon, Samy. Alors, c'est vrai qu'hier, il fait peut-être pas toujours les bons choix, mais moi, je trouve que Neymar, quand même, moi, je veux vraiment lui tirer mon chapeau parce que tu vois, sur les phases défensives, par exemple, quand on n'a pas le ballon, des trois, c'est celui-là qu'on voit le plus essayer d'aider les défenseurs. Il redescend, tu le vois souvent, il gratte des ballons, il essaie en tout cas de gêner. Euh, Il a même fait une faute. voilà. On l'a vu revenir et faire une faute Ouais. et se battre. Ouais, non, c'est vrai. Ce C'est que, vrai, ce que je veux non. dire par là, c'est que même quand offensivement, parfois, voilà, il abuse de ballon, comme disait Yacine, où il n'est pas bon, mais sur les tâches défensives, on dirait qu'il met un point d'honneur à malgré tout voilà, faire un bon match défensivement. Et c'est peut-être des trois devant, celui qu'on voit le plus redescendre pour aider ses camarades, Samy. Oui, c'est vrai, on a un Neymar focus, hein, on ne peut pas le nier, vu ses statistiques et son rendement depuis le début de saison. Hier encore, il l'a montré, tu l'as dit, c'est celui qui fait le plus d'efforts défensivement. Généralement, c'est signe de plus grande implication, donc on ne va pas s'en plaindre, parce que ce n'est pas ce qu'il nous a montré durant 5 ans. Loin de là, c'était même limite son premier défaut. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est la raison derrière. J'espère que c'est pour le Paris Saint-Germain, même si j'en doute. Voilà, on verra bien. C'est pour ça qu'aussi l'après-Coupe du Monde sera important, puisque on verra l'attitude des uns et des autres. C'est là où on pourra avoir, en tout cas, je pense qu'on pourra préciser notre avis. Mais oui, pour le moment, moi, je prends un Neymar comme ça, décisif, impliqué. Tu sens que voilà, il mouille le maillot. Enfin, c'était quand même pas quelque chose auquel on était vraiment habitué. On l'avait vu par bribes ces 2 premières saisons, parce qu'il y avait quand même aussi parfois des moments où c'était un peu plus light. Là, c'est vrai que ça tend à être consistant. Et s'il réussit ça sur une saison, il sera pas loin d'un ballon doré. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça Ouais. ressemble, mais je pense que c'est peut-être aussi un de ses objectifs. Donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain, puisque ça nous sert aujourd'hui. Moi, je veux juste que ça reste régulier, que ça devienne récurrent. Après, lui, dans sa déclaration, le dit. Hein, lui, il dit qu'il veut vraiment aider le PSG à gagner cette fameuse Ligue des Champions. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de le croire. Je comprends ce que tu veux dire, Ouais. Samy. Mais moi, j'ai envie de te dire, après tout, peu importe. C'est ça, Tant que sur le voilà. terrain, il est bon, voilà, les raisons, pas Mais les raisons. On sait qu'il a eu des problèmes avec les supporters, etc., qui gardent une certaine rancœur. Maintenant, pas si ça lui sert pas de que les supporters. moteur et si ça lui sert de force pour que sur le terrain, il nous fasse vibrer, why not? Moi, comme toi, je prends. Je suis Ouais, preneur, c'est ça, j'ai pas de c'est problème ça. avec ça. Yass sur Neymar. Mais en fait, Neymar, il y a aussi un positionnement qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il il est vraiment le troisième milieu en phase défensive. On l'a vu pratiquement à gauche de Verratti, avec Vitinha à droite et Verratti dans l'axe, venir comme un troisième milieu et Mbappé et Messi plutôt comme deux attaquants quand Paris n'avait pas le ballon. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais répété, même si certains n'étaient pas d'accord, il paraît qu'il n'avait pas le volume,
que Neymar, il ferait un très bon troisième milieu de terrain. Parce que malgré tout, dans l'état d'esprit, dans le volume de course, il a toujours été intéressant. Il a toujours travaillé dans les gros matchs du PSG. Le problème, c'est qu'il revenait souvent de blessure et qu'il n'avait pas après le coup de rein pour enchaîner. Du coup, on restait un peu là-dessus et se dire, ah ouais, mais il n'apporte plus, il est en difficulté physiquement, machin. Mais il a toujours fait les efforts. Donc, c'est très bien ce qu'il fait déjà défensivement. L'année dernière, rappelez-vous, après le match de City, on en parlait d'ailleurs avec Nico, il me disait, ouais, est-ce que c'est ce qu'on attend de Neymar? Mais en fait, oui, c'est aussi ce qu'on attend de Neymar. Maintenant, s'il peut en faire plus, évidemment qu'on est preneur. Mais déjà, travailler comme ça, déjà, ça prouve que tu es dans l'état d'esprit. Après, avec Yacine, le ballon, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire sur l'histoire qu'il pourrait faire un troisième bon milieu, est-ce que c'est un peu dans l'idée de ce qu'avait fait Ancelotti avec Di Maria l'année où ils prennent la Ligue des Champions? C'est à peu près ça l'idée? ouais. Mais je pense que Neymar a même une faculté plus importante à défendre que Di Maria. Parce que Di Maria, il était aussi utilisé pour sa qualité de passe profonde, etc. Voilà. Mais oui, ça peut être une des idées. Maintenant, pour revenir avec ballon, oui, ça prend. En fait, moi, j'ai revu le match et le truc, c'est que sur le visionnage en direct, j'étais un peu déçu de sa première mi-temps. Ouais. Finalement, je trouve qu'il n'a pas été si mauvais parce qu'il a essayé d'être dans la simplicité. Sauf qu'à ce moment-là, Paris est en difficulté, il n'y a pas de mouvement, ils ont du mal à sortir et Benfica met beaucoup d'intensité. Et du coup, D'ailleurs, il subit beaucoup de fautes, hein, Yacine. ouais. Il essaie de jouer très simple. Donc, je suis un peu partagé sur sa première période. Après, il a été plus en vue en deuxième. Mais parce que aussi, et c'est aujourd'hui une des forces du PSG, alors une des faiblesses parfois, mais une des forces, c'est que quand le duo Vitinha-Verratti, dont on parlera après, se met en place et est bon, bah, tout de suite, il permet à Neymar et Messi de ne pas revenir descendre trop bas, chercher des ballons, et donc d'être plus important dans les 40 derniers mètres. Et la seconde période, elle est tout à fait comme ça. C'est-à-dire que Neymar touche plus de ballons plus haut, bah, parce que Vitinha, qui a un peu souffert les 20 premières minutes, est beaucoup mieux dans son match, il récupère des ballons, il aide Verratti. Du coup, Neymar est plus haut. Moi, je trouve que Neymar... Hier, il y a eu parfois, je retrouvais un peu le Neymar de la saison dernière dans l'énervement. On a vraiment l'impression que quand il a du mal à faire des différences, ça le frustre. Et cette frustration, ça devient de la nervosité. Et hier, sa fin de match, elle est limite, hein, parce qu'il y a l'embrouille avec le quatrième arbitre, il y a l'embrouille avec Luisao. Excellent d'ailleurs, comment le quatrième arbitre lui retient la main. Ouais. C'est fou, non, ça. mais c'est clair. Et tu te dis, tu vois, là c'est un coup, malgré tout, hein, parce qu'il y a des règlements, c'est un coup à prendre un rouge en fin de match, Mais clairement. à manquer le match retour contre Benfica, voire le match contre la Juve. Voilà, pas qu'un match de suspension. Tu vois. Donc, oui, parce qu'en Ligue des Champions, il faut le rappeler, hein, lorsque tu prends un carton rouge, c'est beaucoup plus sévère que. Parce qu'il retire sa main et je pense pas qu'ils lui disent des mots gentils, ils lui disent des mots doux, tu vois. Et après, il lui dit, il se fout de sa gueule. Donc, voilà, donc il y a ça. Et cette frustration qui devient nervosité, elle est problématique parce que quand il est comme ça, il est moins important dans le jeu parce qu'il sort de ses matchs. Malgré tout, je trouve que sa prestation globale, elle est plutôt bonne. Voilà, il a fait des meilleurs matchs, mais moi, je l'ai trouvé bon et surtout, il a vraiment aidé le collectif à défendre en étant un peu ce troisième milieu, etc. Ouais, c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage parce que vraiment, je trouve que dans l'attitude, hormis effectivement ces petits coups de sang de temps en temps, mais c'est quand même beaucoup mieux que précédemment où il s'énervait sans cesse. Parce qu'il est mieux physiquement. Oui, aussi. Puis je pense qu'il physiquement, il s'énerve moins. Parce qu'il peut répondre sur le terrain. Forcément. Ouais, et puis je pense aussi qu'il prend du plaisir parce qu'il y a son pote Léo Messi et vraiment, tu sens qu'il prend du plaisir à jouer, il se plaint un peu moins. Non, c'est quand même mieux. Avant d'aborder le milieu de terrain et notamment la doublette Vitinha-Verratti, un mot sur l'égalisation de Benfica juste avant la fin de la mi-temps. Tu parlais, Yacine, tu en avais déjà parlé et tu me diras ce que tu en penses, tu pourras rebondir dessus, Samy, sur le fait que nos latéraux laissaient trop souvent les attaquants adverses ou les joueurs de côté adverse centrer. Ce qui a été le cas hier sur le but, hein, même si c'est un but contre son camp de Danilo, mais malheureusement, il pouvait absolument rien faire. Selon toi, c'est d'abord la faute des latéraux ou c'est aussi le placement de Danilo et Marquinhos qui a fait que le but arrive, Yacine? Puis après, tu pourras rebondir dessus, Samy. Évidemment que c'est un peu tout le monde, c'est jamais un seul coupable. Mais le principal, et c'est récurrent, d'ailleurs, ça permet de saluer Romain Bédou qui est sur France Bleu. Tu en as parlé aussi. Voilà, et ce matin, lui, il sort la stat, alors je vais lui faire confiance, il sort la stat que tous les buts du PSG ont été pris sur des centres cette saison.
Et ça, c'est problématique. Et j'en ai parlé dans le dernier podcast. Bien sûr que c'est un vrai problème au PSG parce qu'on laisse trop les centreurs libres de pouvoir centrer comme ils veulent. On en a parlé contre la Juve, c'était Mendes. On en a parlé contre Nice, c'était Bernat. Hier, c'était Hakimi. Alors, c'est un peu Hakimi, un peu Vitinha, parce qu'en fait, Hakimi, son attitude, elle n'est pas du tout bonne. Il a les 2 pieds au sol, on a l'impression qu'il n'est pas concerné. Le seul truc sur lequel je vais le décharger un peu, c'est qu'en fait, il y a un dédoublement à ce moment-là. Est-ce qu'il se dit, moi, je reste là pour empêcher en fait le deuxième qui est en train de dédoubler. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 joueurs de Benfica et il y a 3 Parisiens autour et qu'il n'y en a aucun qui va cadrer pour empêcher le centre. Et le problème, c'est qu'on a vu cette saison que non seulement donc on laisse les centreurs centrer, mais en plus, dans l'axe, on est beaucoup moins serein que l'année dernière et que les années précédentes avec Silva, avec Marquinhos, etc., dans les duels aériens. Et ça, c'est problématique parce que, rappelez-vous, contre la Juve, il y a la tête de Milik que Donnarumma sort. Voilà, il y a le but. On n'est pas du tout serein. Donc, si au moins on se disait, puisqu'on est costaud défensivement dans les duels aériens, à la limite, on les laisse centrer, c'est pas grave. Mais là, non seulement on les laisse centrer, mais en plus, dans notre défense, on est moins serein. Alors que tu es censé l'être quand même. Tu es censé l'être parce qu'il faut dire quand même qu'avec les 3 que tu comptes aligner, Oui, bon, peut-être moins Kipembe, mais Ramos et Marquinhos ont été ou sont des références dans le jeu aérien. Normalement. Sauf que depuis Normalement, le début de saison, c'est pas le cas. Oui, depuis le début de saison, c'est pas le cas. Voilà. Donc, Ouais. le problème, c'est que. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que c'est pas de dire je l'ai remarqué, etc. C'est de dire que si moi, je l'ai remarqué, et je pense que beaucoup d'équipes l'ont marqué, et je rappelle une chose aussi, c'est que je l'avais déjà remarqué, et j'en avais parlé dans les minutes coach, l'année dernière. Il y avait eu les mêmes situations. Et j'avais expliqué que ça pouvait être l'histoire de la défense à 4. Là, tu n'as plus d'excuses. Tu es à 5. Donc 5 alignés dans la largeur, évidemment que tu dois cadrer le centreur. Donc, si moi je l'ai remarqué, à un moment donné, il y a un problème avec le staff. C'est-à-dire, soit le staff l'a remarqué, demande aux joueurs de le faire et ils ne le font pas. Et ça, c'est un premier problème. Soit le staff ne l'a pas remarqué et c'est un autre problème. Mais quoi qu'il arrive, il va vite falloir régler cette situation parce que tu ne peux pas prendre des buts à chaque fois qu'il y a un centre. C'est pas possible d'essayer. Et on est quand même en Ligue des Champions. Les mecs, quand ils centrent pas derrière le but. Hein. C'est pas Taribo West, là. On est en train de parler de joueurs qui ont un vrai niveau, quoi. Donc, en plus, le centre, il est vraiment, Très vraiment dur pour beau parce que Taribo. j'aime bien. Ouais, c'est gratuit. J'aime bien cette façon de centrer où on vise le but. Tu sais, en gros, s'il y en a un qui coupe, c'est bien. Mais en même temps, le ballon, s'il y a du monde devant le but et que personne ne la touche, il est dans le cadre. Ouais, un peu Et fuyant. en preuve, c'est à peu près ça. Alors, Danilo l'a dévie juste pour qu'il rentre. Donc, il n'est peut-être pas dans le cadre. Mais en tout cas, la zone choisie, elle est excellente. Alors, la référence à Taribo West, hein, l'ancien de la JOCR notamment et de l'Inter Milan. Hein, Et de l'Inter. pour Et du Nigeria 98 quand même. Grande équipe. oui. Nigeria 98. C'est pas Taribo West, ce que je voulais dire, c'était Taiwo. Ah, Théo, Ah, t'as Théo. Ok, oui. d'accord. C'est bon, t'as Je te Théo, jure, tu peux. je te jure, je me suis dit, c'est quand même Taribo West. Voilà, c'est super. Jeux Olympiques d'Atlanta. Non, mais surtout, c'est pas ça. Surtout, c'est que Taribo West, c'était pas latéral. Donc, du Non, coup, c'était un stopper, ouais. Mais on n'a pas voulu te contredire. On n'a pas voulu parce qu'on c'était Taiwo. respecte. Donc, dans les commentaires, attendez juste la suite. C'est Taiwo. Et Théo, c'est bon. C'est bon, Théo, on peut le prouver. Oui, Taiwo, on peut le descendre. Voilà, il n'y a pas de souci, personne ne nous en voudra. Bon, ça, c'est sûr. Sur ce que vient de dire Yacine, Samy, tu es assez d'accord sur le fait qu'il y a trop de largesse à ce niveau-là et qu'on peut centrer assez facilement quand on joue contre après, le de toute façon, les statistiques, les chiffres ne mentent pas. Hein. Si Monsieur Bédouc, qu'on salue encore une seconde fois, nous a dit ça ce matin, c'est que ça doit être vrai, hein, parce qu'il a fait ses recherches. Et si Yacine la double, c'est que ça doit être doublement vrai. Donc, moi, j'y crois totalement. Maintenant, je pense que le staff, notamment le brillant Sacramento, doivent être au courant de ces lacunes, mais je suis moi je pense qu'encore que il faut bien prendre conscience que ce Paris Saint-Germain là et cet effectif là, même si certains avaient déjà joué dans ce système, évolue à 3 derrière depuis 2 mois seulement. L'équipe, elle est encore en rodage, donc que ce genre de situation arrive sur les 2 premiers mois de compétition, que ce soit en C1 ou en championnat, ça m'étonne pas vraiment.
Alors oui, c'est problématique. Maintenant, encore une fois, à voir si au fur et à mesure de l'année, notamment le mois charnière février-mars, si ça continue, là oui, il y aura un problème et on se dira que le staff n'a pas fait son boulot. Mais c'est aussi des choses à régler tout à fait normales pour une équipe qui découvre ce schéma depuis seulement quelques matchs au final. Hein. Et ça, c'est une réalité, c'est factuel. Alors on peut dire oui, mais c'est une excuse, oui, mais Hakimi il a déjà joué à 5, oui. Certes, mais cet effectif-là, ce collectif-là, ce 11-là, est encore pour moi en période de probation dans ce schéma à 3 derrière. Donc on peut donner un petit peu de largesse aux erreurs. Il y a encore une marge pour les erreurs. Maintenant, il faudra juste que au fur et à mesure, ce soit gommé lors des prochains mois de compétition. Alors, comme on était sur la défense, on va dire un mot quand même de Danilo et par ricochet, on parlera globalement sur le match de Ramos et de Marquinhos. Je ne sais pas par qui vous voulez commencer, parce que c'est vrai que Marquinhos, il est pas mal décrié en ce moment et à juste titre, hein, parce il est beaucoup moins bon que les saisons précédentes. Et même hier encore en première mi-temps, c'était pas la folie. D'ailleurs, Ramos non plus. Et il y en a un qui, par contre, qui est toujours constant, c'est l'ami Danilo Pereira, à qui vraiment faut tirer un coup de chapeau. Ouais. Parfois, on a été un peu dur lorsqu'il est arrivé, mais il a été baladé au milieu de terrain, en défense Il l'a centrale. dit d'ailleurs. Exactement, il a dit Récemment, que ça a ouais. été compliqué pour Ouais. lui quand il était arrivé. Et Petite balle finalement, on pour se rend souffler. compte que c'est plutôt un bon joueur, un joueur de devoir. Et surtout hier, on avait l'impression que c'était plutôt lui le véritable patron de cette défense. Il n'a pas hésité même à tancer le légendaire Sergio Ramos Ouais. pour 2 passes très mal ajustées, dont une Ouais. qui a dû finir en corner pour le Ouais. Benfica. On va commencer par le positif, par Danilo Pereira, Samy. Honnêtement, en tout cas, on dirait il retrouve une seconde vie en Ouais. défense centrale depuis que Thomas Tuchel l'a Ouais. l'a replacé. Et d'ailleurs, qui a été suivi par le sélectionneur aussi portugais. Et Exactement. aujourd'hui, et Pochettino aussi Ouais. l'a fait jouer. Et encore aujourd'hui, Christophe Galtier. Oui, oui, c'est bien. Il a sauvegardé sa place. Maintenant, oui, il joue en équipe du Portugal. Il joue aussi stopper. Il a joué les derniers matchs. Tu l'as dit, c'est une seconde vie. Je pense que techniquement, même si c'est un joueur, c'est un très bon joueur, un très très honorable. Je pense que dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, ou en tout cas du niveau voulu par le Paris Saint-Germain, ça aurait été limite au milieu un joueur comme Danilo. Attention, on va pas non plus retourner nos vestes et changer nos avis sur le joueur. Hein. C'est pas non plus. Mais je trouve que oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Franchement, ce que fait Danilo depuis plusieurs mois, hein, parce que c'est pas que depuis le début de saison. Ce qu'il fait, notamment, je vous rappelle, c'était contre le Bayern où il avait joué aussi stopper, il me semble, et où il avait fait une très grande partition. C'est un joueur voilà, qui nous montre son utilité. Hier, respect. Alors, est-ce que aussi parce qu'il retournait sur ses terres, il y a le côté émotionnel, tu veux forcément, en plus c'est l'ennemi du FC Porto, donc forcément lui perdre à Lisbonne contre Benfica, c'était interdit. On l'a Il senti est formé à dès le Lisbonne, il début. faut le rappeler. Hein. Oui, oui, mais c'était le capitaine de Porto, donc c'est Bien sûr, bien sûr. lui, son cœur est bleu, et Entre donc lui on l'a vu. et entre lui et Vitinha et comment il s'appelle ça et Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, Ouais, et même Sarabia qui l'a fait rentrer. On a l'impression qu'il a voulu mettre toute c'est la vrai. haine contre Benfica. Parce que Sarabia aussi, qui a évolué au Sporting, donc qui a eu le temps de détester Benfica. Donc ça, c'est clair que niveau, en tout cas, il n'y avait pas de difficulté pour motiver certains joueurs. Et dont Danilo, et on l'a vu hier, et tu l'as dit, c'est vrai, au moment où il tense du regard Ramos, pour 2 passes, les deux mêmes en plus, hein, les deux mêmes coup Ouais, sur coup. ouais. Alors je pense peut-être Ramos, c'est la coupe de cheveux. Depuis qu'il a coupé ses cheveux, c'est son mojo, son talent est parti. Mais oui, non, mais pour revenir à Danilo, moi je suis plutôt impressionné et plutôt content de son rendement. Après le débat de est-ce qu'il pourra prendre une place à ce niveau-là, encore une fois, hein, c'est pas un défenseur qui va te changer la face du jeu, mais au moins il apporte des garanties. Et en défense, il y a beaucoup de coachs ou de sélectionneurs qui aiment bien ce genre de joueurs qui apportent des garanties parce que défensivement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent te garantir. Voilà, on te dit, lui, il te fera pas non plus, mais au moins il fera pas de dinguerie, il sera sobre, il est efficace, dur sur l'homme. Voilà, et c'est quand même des choses qui sont importantes dans le contenu d'un match. Donc oui, moi Danilo, depuis, on va dire une petite année, c'est pour moi, oui, c'est une recrue très intéressante. Et c'est un joueur en plus de ça, hein, qui s'est très bien intégré à l'effectif, qui a fait l'effort de parler vite français, qui voilà, c'est devenu un joueur du club, alors qu'il était quand même bien estampillé Porto.
Je trouve qu'en maintenant, c'est sa 3e saison, ça va vite, hein, et ça ne nous rajeunit pas. C'est déjà 3 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un joueur maintenant qui est identifié. Vous vous rendez compte, parce que au début, c'était voilà, on pensait pas qu'il allait finir l'année. On pensait même pas qu'il allait rester plus d'1 an au club, Danilo. Et encore même cet été, on pensait qu'il allait peut-être bouger. Et voilà, le gars, il est encore là, il est dans l'effectif, il fait ses matchs. Bah tant mieux. C'est ce genre de joueur qu'on a besoin aussi et qu'ont besoin les grands clubs pour arriver au bout. Donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une très bonne trouvaille. Yacine, c'est vrai qu'on l'a vu encore hier, hein, on l'a vu faire des choses que Marquinhos ne fait pas, c'est-à-dire beaucoup de communication, n'hésite pas à recadrer les joueurs. À un moment, le commentateur dit, mais moi on l'a pas vu à l'image, mais il dit que je sais plus sur une blessure d'un joueur ou un arrêt de jeu, qu'il va parler avec Christophe Gallier pendant une ou 2 minutes. Euh, c'est des choses qu'on va pas forcément faire Marquinhos, alors qu'il est le capitaine de l'équipe et il est censé être aussi le patron de la défense. Mettons les pieds dans le plat, Yacine. Est-ce que selon toi, ça serait injuste que Danilo retourne sur le banc lorsque Kimpembe va revenir? Alors, il ne s'agit pas de dire il faut qu'il remplace Kimpembe, mais est-ce que selon toi, euh, ça peut être une vraie concurrence pour, alors peut-être pas pour Marquinhos, mais pour Ramos et Kimpembe ou Kimpembe, pardon. Bah, en tout cas, au vu de ses prestations, oui. Oui, parce qu'il est solide, il est sérieux, il est bon, il est peu mis en difficulté, en tout cas depuis le début de saison. Comme l'a dit Samy, ça fait quand même depuis pratiquement février qu'il est plutôt très bon. On peut repenser à son match aller face au Real où il joue moitié 6, moitié stopper droit pour couvrir les montées d'Hakimi. Et il est très bon parce qu'il est sérieux, parce que c'est un vrai bon mec avec un état d'esprit qui est excellent. Et d'ailleurs, là, on l'a vu reprendre Ramos, mais pour ceux qui se souviennent, parce que c'était une vidéo aussi qui avait tourné un peu sur Twitter, l'année dernière, contre le Real, il avait aussi repris Messi, parce que Messi avait laissé partir, je ne sais plus qui, et c'est lui qui avait fait faute pour stopper l'action. Et après la faute, il avait fait la remarque à Messi, en gros, c'est pas possible, tu ne peux pas le laisser passer comme ça à 2 mètres de toi et ne rien faire. Donc voilà, c'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui est international portugais. Voilà. Moi, je redis encore une fois que oui, avec le jeu du PSG, en 6, c'était pas forcément le mettre dans des bonnes dispositions. Là, il est à sa place. Euh, Rendre hommage à Tourelle, je veux bien, mais maintenant, il ne faut pas non plus écrire l'histoire. Rappelez-vous Oui, pourquoi il avait fait ça. Maintenant, effectivement, il Ah avait mais eu un... lui en tout cas, il a pas rendu hommage à Tourelle parce que ce Oui, qu'il oui, dit en conférence de presse, c'est une balle pour Tourelle, oui, hein. bien En gros, il sûr. dit non, si mais alors, j'étais nul, c'est à cause de l'allemand, c'est pas à cause de moi. Ouais, En gros, c'est ça. alors, pour remettre dans le contexte de ce que dit Yacine, effectivement, à l'époque, Thomas Tuchel réclame un milieu de terrain. Leonardo prend Danilo. Il semblerait qu'il n'en ait pas parlé à Tuchel, donc il le prend un peu sans l'accord de l'entraîneur, on va dire. Et lorsqu'il intègre l'effectif, ben, Thomas Tuchel, pour faire un pied de nez à Leonardo, décide de faire monter Marquinhos en numéro 6 et de mettre Danilo Pereira en défense centrale. Mais c'est vrai qu'il a plus fait, pas pour des raisons tactiques, mm, ou parce qu'il apprécie le joueur à ce poste-là, il l'a plus fait pour, entre guillemets, embêter Leonardo, pour lui dire, bah voilà, je suis pas satisfait du joueur que tu m'as ramené. Bah, du coup, comme j'ai pas de 6, bah, Marquinhos va faire le 6 et puis Danilo, il ira jouer en défense centrale, hein. C'est ce que tu voulais dire, Yacine. ouais, c'est ça. Et pour finir, bah, écoute, il est performant, il est bon, il apporte, il a du caractère et il n'hésite pas à remettre les mecs en place, à recadrer certains joueurs. Et j'ai envie de te dire, ouais, bien sûr qu'il devient un concurrent très crédible à Kimpembe ou à Ramos quand Kimpembe reviendra, s'il faut mettre Kimpembe à gauche. Mais oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que pendant 1 an, on l'a critiqué qu'il était moins bon, etc., qu'aujourd'hui, c'est un concurrent aux 2 autres, puisqu'il fait ses prestations et qu'aujourd'hui, il n'a rien à se reprocher. Ouais, Et il est au c'était le meilleur. niveau. Donc pourquoi aujourd'hui, ce serait pas. Ouais. C'est tout à fait logique que ça devient un concurrent aux deux Il autres. est, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est au niveau et il peut jouer sur les 3 postes en fait. Mm. Et Ouais. ça, parce que voilà, il y a des joueurs qui vont grogner parce qu'ils préfèrent être à droite ou au centre. Lui, comme c'est un joueur volontaire et c'est un joueur qui va, voilà, qui pense collectif, hein, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un bon mec, c'est l'expression parfaite qui lui correspond. Lui, tu vas le mettre à gauche, au centre ou à droite, il acceptera et le pire, c'est qu'il fera le taf.
Mais messieurs, est-ce que vous voulez bien vous mouiller? C'est-à-dire que, est-ce que selon vous, euh, est-ce qu'il doit prendre la place plutôt de Presnel Kimpembe ou plutôt de Sergio Ramos, étant donné que Marquinhos, il est capitaine et il est intouchable? Si vous deviez vous mouiller tous les deux, vous diriez pour qui? Même si Ramos, c'est dans le cœur, je pense que physiquement, c'est là que ça pêchera. Moi, je pense plutôt Ramos. Parce que Kipembe, il reste, même si beaucoup le décrit, moi, je serais là pour le défendre. Ça reste quand même à gauche un rock et qui, dans les grands matchs, quand même, peut rendre service. Donc, s'il y en a un des deux qui doit sauter, je ne dis pas qu'il doit le prendre sa place, hein, mais s'il y en a un des deux qui doit sauter, je verrais plutôt Ramos. Yacine? Ramos, mais je vais expliquer après pourquoi, parce qu'il y a aussi par rapport à Marquinhos. Ben non, tu peux l'expliquer maintenant, puisqu'après, on va passer à l'autre sujet, mon ami. En fait, il voulait faire du suspense pour un autre podcast. Non, parce que je pensais qu'on allait parler d'autre chose. Mais en fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, Marquinhos, on l'a dit, il est en difficulté. Alors, il est en difficulté pour plein de raisons. J'ai fait un papier cet après-midi là-dessus. Peut-être parce que le Real Madrid est encore dans sa tête, ou en tout cas, il ne s'est pas relevé vraiment. Parce que le système, il n'a pas l'habitude, ou moins l'habitude. Parce qu'il y a une prolongation qui est en discussion et peut-être que dans sa tête, ça pèse. Voilà, encore une fois, hein, pour nous, se dire une prolongation à 12 millions d'euros par an, comment ça peut te peser? Mais malgré tout, le footballeur, oui, quand il est en négociation, il y a toujours un moment donné où ça pèse dans sa tête. Mais il y a surtout en fait cette difficulté qu'a Marquinhos en ce moment. Moi, je vais ajouter un quatrième point, c'est Sergio Ramos. Et en fait, j'ai écrit le papier cet après-midi et après, en plus, j'ai repensé à autre chose. La conférence de presse de Galtier où il explique, il y a une semaine ou un peu plus, pourquoi Marquinhos dans l'axe et Ramos à droite et pas inverser les deux. Et il dit, parce que Marquinhos a la vitesse pour pouvoir couvrir en cas de besoin. Et en fait, je pense que c'est la sensation que j'ai, c'est pas une info, c'est comment je le ressens. L'attitude de Marquinhos qui recule beaucoup plus qu'avant. Qui défend beaucoup moins en avançant et qui anticipe, entre guillemets, de couvrir Ramos. En fait, pour moi, c'est un des éléments qui explique aussi ses mauvaises performances. C'est-à-dire que Marquinhos, il n'est plus dans son match à lui, en se disant, je sors sur l'attaquant, je vais presser, je laisse le bloc haut. C'est, OK, attention, l'action, elle est plutôt axe droit. Donc, on sait que Ramos, dans son dos, il va moins vite, etc. Il faut que déjà, je me prépare à le couvrir. Donc, je recule de 5-10 mètres. Résultat, il remet tout le monde en course, il explose le bloc, et lui-même se met en difficulté parce que du coup, les intervalles sont trop importants, et les interlignes aussi. Donc, je pense que, c'est pour ça que je disais Ramos, si Danilo devait prendre la place, parce qu'aujourd'hui, je pense que Marquinhos serait un peu plus serein avec Danilo à sa droite, en se disant, j'ai peut-être moins à couvrir. C'est mon explication, encore une fois. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne détiens pas la vérité. Mais c'est comme ça que je le ressens parce qu'en plus, en regardant certaines situations dans les matchs, Marquinhos, il a vraiment cette tendance à anticiper et à reculer et à ne pas aller dans les duels quand l'action est plutôt axe droit que quand elle est axe gauche. Comme s'il se disait, tiens, là, c'est Kimpembe, donc c'est bon, je peux rester collé. Là, c'est Ramos, il faut que je commence à anticiper. Voilà. Donc le papier est disponible, il est disponible sur le site parisunited.fr. C'est vraiment un dossier complet sur la défense qu'a préparé Yacine et qu'on partagera sur les réseaux juste après le podcast. J'en profite, Twitter, Instagram, Facebook, abonnez-vous, n'hésitez pas pour retrouver tous les excellents papiers de coach Yacine. Tu voulais encore ajouter un mot, Samy? On a tout dit sur la défense. T'as coupé ton micro. Désolé. Voilà. Non, je disais que c'était bien. Non, on a fait le tour. C'est très bien expliqué par Yacine. Mais encore une fois, comme souvent. Il est excellent, coach Yacine, évidemment. Évidemment. Et on va finir ce podcast par du positif et par le milieu de terrain. La doublette Vitinha-Verratti qui nous a sorti encore un grand match. Tant dans la récupération que le jeu vers l'avant. On a encore vu aussi cette complicité qu'on avait déjà remarqué entre Verratti et Messi, par exemple. Vitinha, pareil, même si au début, Vitinha, c'était un peu plus compliqué les 20 premières minutes, mais il s'est très, très bien rattrapé. Et j'ai bien aimé les déclarations de Vitinha en fin de match,
quand on lui dit que Marquinhos a fait beaucoup d'éloges à son sujet, et lui rétorque ouais, mais enfin, jouer bien avec ce résultat-là, c'est pas, on s'en fout, hein, presque on s'en fout parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un résultat. Donc c'est pas très important de dire qu'on a bien joué ou que je joue bien si le résultat est pas au bout. Et j'ai trouvé la mentalité très très bonne de Vitinha encore une fois, qui est un jeune joueur, hein, je le rappelle. Et, euh, et que dire de Marco Verratti, hein, dont on ne cesse de dire l'importance. On l'a vu encore face à Nice quand il est pas là, c'est complètement différent. Allez, Samy, je te laisse sur cette doublette Vitinha-Verratti. Toi qui aimes le ballon, forcément, tu es amoureux de cette doublette. Ouais, puis en plus, bah, j'étais là sur le podcast de l'arrivée de Vitinha où on avait parlé de lui. Je suis pas surpris, hein. Bah, tout ce qu'on a à peu près évoqué, bah, c'est en train de se réaliser. J'avais dit à l'époque que c'était pour moi le meilleur milieu de terrain signé justement depuis Marco Verratti. Voilà, ça se, comment dire, ça se C'est pas prouve. très cool pour Johan Cabaye quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Benjamin Stambouli. Mais bon, on est comme ça. Mais c'est vrai que, mais oui, franchement. Je suis pas surpris de ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'il montrait à peu près à Porto, même encore mieux à Porto parce qu'il avait l'aisance, il était voilà, il était chez lui. Je pense qu'il va encore progresser. Il est jeune, tu l'as dit. Sur cette doublette, il est pas, il y a des défauts, hein. Il y a encore des erreurs de jeunesse. Il y a encore parfois, je trouve, un manque d'impact dans les duels ou même quand il essaye parfois de tenir le ballon, je trouve, en tout cas en Ligue des Champions, et notamment hier, il a eu parfois des difficultés au niveau physique dans les duels. Mais ça, c'est des choses qui se travaillent, c'est des positionnements du corps, c'est des heures supplémentaires à la salle, c'est des choses qui viendront avec le temps. Mais le plus important, c'est qu'au niveau du ballon, bah, là, il n'y a pas vraiment de problème. Il est là, c'est une plaque tournante, comme on l'avait évoqué. À côté d'un Verratti, bah, je pense que c'est, même si certains pensent le contraire, je pense que c'est beaucoup plus facile d'évoluer et de s'améliorer, puisque Verratti est un joueur d'une qualité assez exceptionnelle. Donc, pour le moment, ce qu'on est en train de voir, encore une fois, hein, c'est à perfectionner parce que moi j'attends de voir aussi quand ils seront confrontés à un très gros milieu de terrain, un milieu de terrain de qualité, notamment le milieu de terrain comme peut avoir City ou même le Real Madrid. C'est des choses, Le Bayern. ou le Bayern, c'est des choses, voilà, c'est des phases tests qu'il faudra voir parce que pour le moment, je pense qu'il n'y a pas encore eu un milieu de terrain conséquent pour contrecarrer les plans de ce double pivot. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler sur Verratti, hein, ça fait presque 12 ans, Oui. 10 ans qu'il joue chez nous, on sait ce qu'il vaut. En tout cas, voilà, moi je fais partie des Verratistes, comme notre ami Yacine. Donc ça, c'est pas un problème. Mais pour ce qui est de Vitinha, je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression qu'on a trouvé le pendant qui manquait justement au petit Marco et ça fait plaisir et on a hâte de voir ça évoluer. Vous vous rendez compte que ça fait juste 2 mois qu'ils évoluent ensemble et encore ils n'ont pas évolué tous les matchs ensemble. Qu'est-ce que ça va donner lorsque l'intensité va monter, lorsque les matchs compteront? Bah, j'ai juste hâte de voir ça. Je suis hypé. On a enfin de la qualité au milieu. Ça va être dur de les déloger parce qu'on s'est étoffé au niveau du milieu avec des joueurs comme Fabien Ruiz ou Renato, quand il peut jouer. Donc voilà, je pense pas que la concurrence verra beaucoup de jours vu ce qu'ils nous ont montré sur les 15 premiers matchs. Merci Samy. C'est vrai que Yacine, Samy parlait aussi un peu de l'adversité. Hier, en face, le milieu de terrain, on l'avait déjà dit tout à l'heure, c'était Florentino et le jeune Argentin Fernandez. Hein. Enzo. C'est plutôt jeune aussi comme milieu de terrain. Et pourtant, hein, en première mi-temps, en tout cas jusqu'au but, ils ont la doublette du Benfica a quand même réalisé un bon match. Elle a mis quand même beaucoup d'intensité. Alors même si effectivement il y a eu un peu de fatigue après, ça a été un peu plus simple, on va dire, pour Verratti et Vitinha. Mais lui, Verratti, quoi qu'il en soit, même depuis le début de match, c'était le meilleur des deux. Lui réussissait malgré tout à sortir de ce pressing et à trouver et à jouer vers l'avant. On le répète sans cesse, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui le critiquent ou enfin qui ont l'impression qu'ils ne voient pas les matchs, mais il est vraiment indispensable, Verratti, au milieu de terrain, tant sur la récupération de ballons, pour sortir de pressing, et puis pour trouver aussi pour le jeu vers l'avant, pour trouver les premiers milieux de terrain et surtout les attaquants, Yacine. Ouais, franchement, ce joueur, je pense
il n'a pas eu de chance d'être un peu au PSG parce que le PSG, c'est toujours Mais pourquoi tu dis ça? Bah, ça y est, tu commences. ça veut dire la vérité. Les Pas de critiques, problème. etc. Et il a pas eu de chance parce que ses blessures, Ah, en tu veux fait, dire par rapport aux critiques, tu veux dire? oui, 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 Ah, oui, 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 d'accord. oui, oui. Parce qu'on aime bien taper sur le PSG gratuitement. Et il a D'ailleurs, aussi. hier, juste je te coupe 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez entendu Daniel Riolo hier soir. J'ai vu l'extrait tout à l'heure sur Twitter. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit en gros que Benfica a montré beaucoup plus de choses hier dans le jeu que Paris. Alors oui, Benfica a fait 20 premières minutes, mais de là à dire que sur les 90 minutes, alors qu'ils n'ont pas vu le jour après le but de Messi ou presque, j'exagère un peu et pardon à nos amis du Benfica s'ils nous regardent, parce qu'encore une fois, c'est une très très belle équipe. C'est quand même, enfin, il y a une détestation parfois de certains pour Verratti. C'était pour ça que tu disais ça, Yacine, qui est complètement hallucinante et pas du tout objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on analyse plus ces matchs, en fait, et on te parle tout le temps de ces blessures. Mais évidemment, et moi, le premier, dans les autres podcasts, j'en avais parlé. Oui, les blessures, ça m'énerve. Oui, c'était toujours à des moments importants et c'était énervant, frustrant, etc. Mais quand il est sur le terrain, vous venez pas m'expliquer ça. C'est pas possible. Regardez les matchs. Il a cette faculté à sortir des pressings. Mais encore une fois, là, on parle de Benfica, mais il l'a fait contre City, il l'a fait contre Liverpool, il l'a fait contre le Barça. Contre tout le Voilà, monde. c'est pas n'importe, il le fait tout le temps. Et les 20 premières minutes, c'est le seul joueur sur le terrain qui est au niveau. C'est le seul joueur qui permet à Paris de respirer. Et Donnarumma. Et Donnarumma, ouais, bien sûr, parce qu'il fait les arrêts. Mais je parle sur le terrain, joueur de champ. C'est le seul qui permet à Paris de respirer. Et pareil, dans les courses, souvent on dit ouais, le volume de jeu, les cigarettes, machin, nani. Mais regardez le nombre de kilomètres. Depuis, à chaque fois qu'il joue, il est toujours dans les deux qui courent le plus sur le terrain. Donc encore une fois, c'est une bêtise énorme de dire ça. Après, le seul point sur lequel je peux être d'accord, c'est que je trouve que parfois, il fait des courses inutiles dans le sens où il va faire des pressings alors que personne ne le suit. Et peut-être qu'à un moment donné, ça, tu dois le gérer pour pas justement arriver à la 89e Et le et payer. faire la faute que tu fais parce que tu as fait 4, 5, 6 courses de trop avec cette envie. Mais dans l'état d'esprit, il est exceptionnel. Lui aussi, il ne se cache pas, il donne tout. Enfin bref, à un moment donné, il faut être sérieux 2 minutes. On parle de foot. Là, voilà, il n'y a pas de discussion possible. Après, là, on a vu encore une fois Vitinha contre Nice avec Fabian Ruiz. On en avait parlé. Vitinha avec Verratti. Mais évidemment, qui rend Vitinha meilleur. Comme Mota rendait Verratti meilleur, Verratti rend Vitinha meilleur. Parce qu'ils parlent le même football. Parce que Ruiz, et ce n'est pas une critique envers Ruiz, Ruiz a joué très peu. Il est arrivé très tard. Il n'est pas encore installé. On en reparlera dans 6 mois. Ça se voit d'ailleurs, parce que pas fou pour le moment sur ce qu'on a vu. Non, non, mais c'est clair. Sur les 2 titularisations, c'était pas terrible, hein. Franchement. Non, c'est très Après, tu l'as dit, on ne juge pas, mais. Voilà, c'était très C'était très scolaire. Je veux pas faire d'erreur, je joue simple. Voilà. Ouais. Mais évidemment qu'il rend Vitinha meilleur parce que Vitinha, tout de suite, il se dit lui, il peut me trouver, donc je peux être là-haut. Je peux faire certaines courses que je ne peux pas faire avec Ruiz parce qu'on n'est pas encore coordonnés tous les deux, etc. Donc, si Vitinha est meilleur après la 20e, c'est aussi grâce à Verratti. Mais cette doublette, moi, ce qui m'intéresse, c'est son travail défensif, son utilisation du ballon, son positionnement, parce que les deux jouent en fonction de ce qui se passe autour d'eux et pas, ils ne font pas leur match de leur côté. Et la dernière chose, c'est que oui, ils font peut-être moins d'1m70 tous les deux, mais quand il faut aller dans les duels, jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, on verra peut-être quand tu taperas du Goretzka, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont capables de répondre dans les duels défensifs. D'ailleurs, même Vitinha fait parfois, je trouve qu'il a parfois des fautes d'envie. Rappelez-vous, les 3 premiers matchs de la saison en Ligue 1, il prend 3 cartons jaunes en 3 matchs. Parce que parfois, il est presque trop énergique, trop plein d'envie. Et il y va et il fait des fautes un peu bêtes. Mais au moins, il y va. Voilà, ça c'est clair. Il fait 1m60, mais en tout cas, il y va. Voilà, cette doublette, franchement, ça va être bizarre ce que je vais dire parce qu'on a beaucoup parlé du 3-4-3 depuis 10 mois. Mais j'ai presque envie de l'avoir dans un milieu à 3. Alors, avec 3 défenseurs ou 4 défenseurs, vous débrouillez. Mais d'avoir un 3e milieu avec eux. Qui les libère un peu. Dans un rôle différent de Neymar. Parce qu'honnêtement, dans leur activité, dans leur utilisation du ballon, si tu trouves ce 3e milieu, ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant. Mais juste pour ajouter une chose sur Vitinha, il y a une facette de lui qu'on n'a pas encore vue, c'est son côté décisif. Je pense que c'est parce que c'est le début. On en avait parlé aussi lors de sa présentation. C'est un joueur qui peut marquer.
et c'est un joueur qui peut aussi faire des passes décisives, c'est un joueur qui Hier, peut stater. il a 2 situations devant la surface et on sent qu'il veut frapper, mais C'est ça, c'est il ça. n'ose pas trop. Et ça, c'est exactement. Et ça, c'est des choses qu'il faisait avec Porto. Et c'est des choses que je pense il fera avec le Paris Saint-Germain parce que ça fait partie de son jeu. C'est un joueur qui est plus offensif que Verratti parce que là, il fait comme Verratti justement. Parce que bon, Verratti, ça y est, je pense que nous tous, on s'est tous dit à un moment donné, après 3-4 ans, mais quand il va ajouter de la stat et tout, ça va être. Bon, il l'a jamais fait, c'est comme ça. Moi, j'ai tiré un trait sur ça. C'est pas un joueur qui veut marquer, c'est un joueur qui fait un peu plus de passes D, mais voilà, c'est pas un joueur qui va être si décisif que ça dans la dernière passe. Mais Vitinha, par contre, lui, c'est l'inverse. Et c'est pour ça, je pense qu'il va nous régaler parce que au fur et à mesure qu'il va prendre confiance, parce que c'est normal, hein, tu arrives dans un 11, tu vois les joueurs qu'il y a devant aussi. Lui, à la base, il vient de Porto. Il a troqué Taremi pour même si j'ai rien pour Taremi, hein, qui est un très bon joueur, mais pour Messi, Neymar, Mbappé. C'est vrai que voilà aussi tu prends un peu plus de temps, je pense, à prendre tes aises. Et quand il sera vraiment bien ancré dans cette équipe, dans cet effectif, dans le collectif, c'est un joueur qui apportera aussi une plus-value offensivement et ce sera aussi très intéressant à observer. Un dernier mot avant de conclure ce podcast, monsieur, comment vous voyez le match retour? On l'a dit, hein, Benfica, ça reste une Juste Mousse, très belle équipe. je peux faire 2 minutes sur Mbappé et Galtier, vite fait. Vas-y. Vite fait. Ouais, Parce que ouais. je voudrais juste insister sur un truc, c'est que Mbappé hier, il n'est pas bon, mais il va falloir régler ce problème de ce qu'il veut faire, lui, par rapport à l'équipe. Parce qu'hier, il fait des appels qui sont, mais à l'opposé de ce que demande le jeu. Il y a notamment deux appels, un en première mi-temps et un en deuxième mi-temps, où Neymar récupère le ballon et où Mbappé, il va côté gauche et il ferme l'espace à Mendes. Il emmène la densité de Benfica. Et en fait, il offre aucune solution à Neymar. Et sur les deux appels, j'ai bien regardé les deux actions en détail. Et sur les deux appels, s'il fait son appel plutôt de l'axe vers la droite, non seulement il s'ouvre, lui, un espace, mais en plus de ça, il libère un espace là-bas de presque 2 contre 1 pour Neymar Mendes contre un seul défenseur de Benfica. Sauf qu'il a décidé que ses appels, ils se faisaient vers la gauche, et les 2 fois, il va vers la gauche. Et il y en a eu plusieurs, mais ces deux-là, ils sont vraiment impressionnants. On en a parlé, je vais essayer de faire une minute coach et de montrer ces choses-là, parce que il va falloir qu'à un moment donné, ok, on t'a tout donné, ok, t'es la star, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu peux pas manquer de respect au jeu et au collectif comme ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'est sur Galtier. Je suis hyper énervé parce que Galtier a vendu un discours. Alors moi, je n'y ai pas cru parce que ici, tout le monde sait que je n'étais pas forcément favorable à son arrivée. Mais hier, il fait que des changements forcés. Ouais. Il n'apporte rien comme coaching. C'est Messi qui demande à sortir parce qu'il est fatigué. Alors, certains au stade disent qu'il s'est touché la cuisse. On ne l'a pas vu à la télé. Moi, j'ai des gens qui étaient au stade avec qui j'ai échangé ils m'ont dit il s'est touché la cuisse après sa dernière accélération. En tout cas, c'est vrai, Yacine, que ça paraît surprenant qu'il veuille sortir juste parce qu'il est fatigué. Ça paraît bizarre. Moi, effectivement, maintenant, je pense plus qu'il y a peut-être un petit début de machin. Il n'a peut-être pas voulu prendre de risque. Voilà, peut-être une petite gêne musculaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Galtier, là aussi, il l'a cherché. Et quand il dit il m'a demandé de sortir parce qu'il est fatigué. Mais il a 35 ans. Il joue tous les matchs 90 minutes. Il est parti à New York. Il est revenu. 48 heures après, il était titulaire contre Nice. À un moment donné, il faut quand même être juste. Rappelez-vous la gestion de Zidane avec Ronaldo. Oui, c'était Zidane. Oui, Ronaldo avait passé un certain temps à Madrid, etc. Mais Zidane, ça a été le premier entraîneur qui a expliqué et fait comprendre à Ronaldo qu'à 35 ans, parfois, il y a des matchs que tu ne joues pas. Alors, contre Osasuna, contre un match de Coupe d'Espagne, pour justement pouvoir apporter ce que tu peux apporter en Ligue des Champions. Il va falloir que Galtier passe aux choses sérieuses là-dessus, parce que Messi ne va pas pouvoir jouer les 60 matchs de l'année. Il a 35 ans. Et dernière chose, donc les choix. Je répète que Galtier est prisonnier du statut PSG, malgré tous les beaux discours, du statut Mbappé, parce que là aussi, hier, Mbappé n'est pas bon. Est-ce que tu peux le sortir? Je ne sais pas. Moi, je continue de penser que tu peux. Le problème, c'est qu'il y a le statut d'Mbappé et il y a aussi ce manque aujourd'hui de certitude collective. Et donc, de te dire, et malheureusement, la première action du match et le but de Messi, en fait, ils vont encore accentuer ce côté-là. C'est de te dire, bah ouais, il n'est pas bon, mais sur une action, il est capable de me débloquer le match.
Sauf que quand tu feras le calcul sur 60 matchs, combien de fois ça arrive, c'est pas tant que ça. Mais en tout cas, Galtier, il commence à être prisonnier de tout ça. Et à un moment donné, il va se passer un problème entre les remplaçants, mais aussi la fatigue. Mendes s'est blessé hier, hein, on rappelle aussi. Ça commence à faire beaucoup sur très peu de temps. Voilà. Heureusement qu'on voulait finir sur une note positive hein, avec les... Non, mais surtout, cet escroc, il me dit 2 minutes, il vient de faire 15 minutes. Hein. Mais bon, c'est pas Ah, et grave. 15 minutes, il nous a sapé le moral. On était là, ouais, Verratti, Vitinha, il a dit, les gars, c'est la merde. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'il fallait Bon, quand même je en voulais, parler parce que c'est important. je voulais qu'on parle du match retour, mais on en parlera au prochain podcast après le débrief de Reims, parce que je vais libérer Samy quand même, le pauvre, parce qu'il est debout depuis plus d'une heure maintenant. Ouais, puis en Donc, je plus, vais pas le. on sait pas, après Reims, on ne sait pas quelle équipe on va avoir. Hein. Vu les Ouais, mais blessures bon. qui commencent. En tout cas, on va attendre. Mais c'est bien, on va pouvoir voir jouer Ruiz plus souvent, Solaire, parce qu'apparemment il joue au Paris Saint-Germain, je ne sais pas si vous avez oublié. Mais voilà, ça peut être intéressant. Non, mais d'ailleurs, si tu veux dire un mot là-dessus, Samy, avant qu'on finisse, c'est vrai que sur la gestion des nouvelles recrues, et notamment Carlos Soler, qui était quand même, je rappelle, hein, qui était capitaine de Valence quand même, tu vois. Tu as Sarabia qui a fait encore, je le répète tout le podcast, mais c'est la vérité, qui fait une excellente saison Sporting. Tu as l'impression que c'est devenu un U19. Mais Voilà, c'est ça, c'est vrai que c'est marrant que tu dis ça parce que hier, j'ai vu beaucoup de tweets de le banc du Paris Saint-Germain, mais le banc du Paris Saint-Germain, pour moi, il est de qualité. Certes, mais le problème, c'est qu'on les voit plus jouer depuis 2-3 mois. Mais des joueurs comme Fabien Ruiz, qui était quand même un des leaders techniques et un des cadres de la Lazio de Rome, un joueur comme Carlos Soler, tu l'as dit, qui était Napoli. Pardon. Qui était le maillot était bleu, j'étais pas loin. Mais d'un joueur comme Carlos Soler, tu l'as dit, qui était capitaine à Valence, d'un joueur comme Hugo Ekitike, qui pour moi est un joueur de grand talent. C'est un joueur, mais il faut qu'il joue. Pour un jeune, il faut qu'il joue pour prouver, pour montrer. Et c'est vrai que, et tu l'as dit, Sarabia qui fait une très grosse saison au Sporting, qui est titulaire en équipe d'Espagne, qui est un des même meilleurs joueurs offensifs de l'équipe d'Espagne. Enfin, on a un banc de qualité. C'est juste qu'il n'est pas utilisé. Et c'est vrai que moins tu l'utiliseras, plus ça va baisser. En fait, Samy, il ne faudra pas s'étonner que lorsqu'ils rentreront, ils n'apporteront pas satisfaction. Mais en fait, c'est normal, étant donné le peu de jeux qu'ils auront. Comment tu veux qu'ils s'intègrent dans cette équipe? C'est ça. Si tu fais alors que ce sont des joueurs de qualité. Non, mais faire rentrer Solaire 4 minutes, capitaine de Valence, c'est pas un U19, Solaire. Je veux dire, il faut le respecter un petit peu aussi, tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est là où c'est vrai que la gestion de Galtier, elle me gêne un peu. Quand tu sais que là, on va enchaîner les matchs jusqu'à la Coupe du Monde. Et puis après, il y aura encore beaucoup de matchs après cette Coupe du Monde. Et quand est-ce que tu vas leur donner du temps de jeu? Ça, c'est la question. Mais c'est ça, et je pense que c'est ça. Je pense même qu'on a rarement eu un banc aussi quali. Et c'est ça qui me tue quand je vois les commentaires dans les médias ou même sur les réseaux sociaux où on a l'impression que c'est un banc de CFA. Non, le PSG a un banc de qualité. Si on prend les 7-8 joueurs qui composent le banc, c'est du très haut niveau. Ouais, mais je pense qu'après, tu sais, c'est un peu. Tu sais, parfois les supporters ils sont un peu pourri gâtés parce que comme c'est pas des noms ronflants, alors ils se disent ouais non c'est pas terrible. Alors ça reste d'excellents joueurs, tu as raison. On va s'arrêter là, messieurs, pour pouvoir aussi libérer Samy, qui est là avec nous debout, le pauvre avec sa sciatique depuis presque 1h20. Merci beaucoup, Samy. Merci encore. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux, évidemment. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Yas, l'incontournable coach Yacine, évidemment. Et puis nous, on se donne rendez-vous sans doute dimanche, je pense, étant donné que Paris va jouer mardi. Donc, ça me laissera le temps de revenir justement sur le match retour face au Benfica, comment cette équipe de Benfica va se comporter au Parc des Princes. Est-ce que ça sera le même Benfica ou pas? On verra. Et on verra aussi si Christophe Galtier a fait tourner pour Reims, parce qu'on rappelle que Nuno Mendes est sorti sur blessure, évidemment. Tu l'as rappelé, Yacine. Que Messi est sorti, alors soit pour la fatigue, soit pour une gêne musculaire, on verra. Et on n'a pas parlé, mais 2 secondes, c'est vrai que juste sur le cas Verratti, évidemment, il aurait dû avoir un carton rouge dans la faute qu'il a subie. C'était largement au-dessus de la cheville, le pied en avant. Donc voilà, c'était. Et je pense qu'avec ce carton rouge, le résultat aurait complètement basculé parce que c'était un joueur important qui allait quitter le terrain. Voilà, messieurs, merci à vous deux. Bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche. Salut. Ciao.